Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire EduRénov sur le café des projets. Donc on est réunis par un horaire un peu matinal pour parler de retour d'expérience de bâtiments rénovés. On a deux collectivités qui sont présentes, Laetitia Sanchez pour la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray et Fabien Turette, DGS de Aulnoy à Mairie, qui vont nous parler de leur projet. On attend encore quelques minutes que tout le monde arrive et puis on commencera d'ici quelques minutes pour présenter les projets. Est-ce que tout le monde nous entend bien ou est-ce qu'il y a peut-être des problèmes de son, d'image? Alors je crois que vos micros sont coupés automatiquement, faudrait que je vois pour les réactiver. Ok, bah, du coup tout le monde a l'air de nous entendre bien. Je viens d'autoriser la caméra et puis les micros pour tous les participants. Donc si jamais vous voulez montrer voilà, votre tête matinale ou alors dire un petit bonjour, n'hésitez pas. Pendant le webinaire, voilà, plutôt de couper les micros à part s'il y a des questions qui sont pressantes. Sinon, on prendra beaucoup de temps à la fin pour répondre aux questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir voilà, des présentations de projets, mais garder du temps à la fin pour poser toutes vos questions aux deux intervenants. Mais les intervenants, vous nous direz si vous voulez qu'on vous coupe au fur et à mesure ou alors si vous préférez toutes les questions à la fin. Je sais pas, dites-nous hein, ce que vous préférez, Monsieur Turette, Madame Sanchez. Plutôt en cours de route ou tout à la fin? Au cours de route, ça me paraît être un bon compromis. Ça Ok, rendra l'échange un peu plus vivant. très bien. Oui, dans un mode café matinal, c'est très bien. Puis je pense que voilà, les gens qui sont là ont déjà une certaine expérience. Donc, effectivement, on peut être plus précis en répondant aux questions des participants que ça intéresserait. Très bien. Bon, bah alors on va commencer. Bienvenue tout le monde. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Maxime Lox. Je suis chargé de projet communauté au sein du programme EduRénov et donc je m'occupe de l'animation d'une série de webinaires pour justement parler de rénovation de bâtiments scolaires. Et aujourd'hui, on va parler de retour d'expérience avec deux exemples de rénovations qui ont été réalisées. Merci à vous d'être présents pour partager votre expérience et merci à vous d'être là pour nous écouter. Euh, alors, petite introduction tout d'abord sur le programme EduRénov. Alors, je vais mettre en plein écran, ce serait plus agréable. Donc, EduRénov, on va parler aujourd'hui de rénovation de bâtiments scolaires. Le bâtiment scolaire, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est 20 millions d'utilisateurs tous les jours dans les bâtiments scolaires d'enseignement. Ça fait à peu près 53 000 bâtiments sur l'ensemble de la France, quand on compte les écoles, les collèges, les lycées publics. Donc, c'est beaucoup de bâtiments. 62% de ces bâtiments sont situés sur des communes de moins de 10 000 habitants. Donc c'est une typologie de bâtiment qui est vraiment assez dispersée voilà, sur un territoire plutôt souvent de petites, de moyennes communes qui n'ont pas toujours toute l'ingénierie en interne pour porter des projets complexes. Et on estime qu'il y a environ 8 écoles sur 10 qui ont besoin d'une rénovation. Donc voilà, un gros enjeu de rénover des bâtiments. Et il y a toute une série de sujets techniques quand on veut rénover une école. On parle d'isolation, d'éclairage, de système GTB, de confort d'été, de qualité de l'air. Donc il y a beaucoup de sujets techniques à prendre en compte pour une rénovation, donc ça peut être assez complexe. La Banque des Territoires donc, a lancé un programme qui s'appelle EduRénov il y a à peu près un an et demi, qui a justement pour objectif d'accompagner les collectivités pour la rénovation des bâtiments scolaires. L'objectif vraiment principal, c'est de simplifier et de massifier la rénovation des écoles, des collèges et des lycées, en fournissant aux collectivités des ressources, des outils, des ressources, des moyens de financement voilà, pour concrétiser les projets. Notre objectif à nous, faut toujours avoir un chiffre, mais c'est d'accompagner 10 000 projets d'ici à 2027
avec un critère d'avoir un minimum 40% d'économie d'énergie sur les projets. Donc c'est en lien avec le décret tertiaire que vous connaissez peut-être déjà un peu, mais voilà, l'objectif c'est d'avoir au moins 40% d'économie d'énergie sur les projets qui sont accompagnés. Et pour faire ça, on a deux enveloppes. On a 50 millions d'euros qui sont prévus pour l'ingénierie. Donc le programme EduRénov peut accompagner les collectivités en finançant ponctuellement des études, un audit énergétique, un programme technique, voilà, un certain nombre d'études pour pouvoir débloquer une situation, et 2 milliards d'euros qui sont prévus pour financer les projets. Alors, c'est pas de la subvention, mais c'est du prêt qui est prévu pour accompagner les collectivités pour voilà, financer les projets. Donc, c'est un peu les grandes briques du programme. Voilà, un dernier mot sur le programme avant de vous passer la parole. Il y a trois grosses parties dans le programme EduRénov. Il y a une partie de ressources. Donc, on a un certain nombre de ressources qui sont créées, des guides, des webinaires qui sont organisés, des événements aussi en présentiel voilà, pour accompagner, donner de l'information aux collectivités. La deuxième partie, c'est l'ingénierie, donc c'est les 50 millions d'ingénierie. La troisième partie, c'est tout ce qui est financement. Donc, on a l'EduPrêt et un dispositif InTracting pour financer les projets. Et la toute dernière brique, c'est de la valorisation. Une fois que les projets, du coup, arrivent à la fin, sont réalisés, on valorise les projets et c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, on a valorisé 2 projets et puis on est très content d'avoir des retours d'expérience de projets qui sont bien réalisés. Et ça permet voilà, d'avoir des informations pour d'autres collectivités qui sont moins avancées dans leur projet de rénovation. Ça permet voilà, de donner des exemples concrets. Et donc aujourd'hui, on est réunis pour ce café des projets avec l'objectif de dialoguer, voilà, de poser des questions à deux collectivités qui ont un projet réalisé. Notamment, l'objectif, c'est un peu de réponse à ces 3 questions. Pourquoi vous avez décidé de mener ces travaux? Comment vous avez financé l'opération? Et comment globalement s'est déroulé le projet? Voilà, c'est un peu les 3 questions peut-être un peu essentielles à développer, si vous le voulez bien, là, dans votre discours. Et je vais tout de suite vous introduire un peu plus précisément. Donc, Laetitia Sanchez, vous êtes maire de Saint-Pierre-du-Vauvray. Vous laisserez présenter un peu plus en détail la collectivité, si vous voulez, plus tard. Et Fabien Turette, vous êtes DGS de Aulnois-Améry, donc une autre collectivité qui a aussi un projet réalisé. On va tout de suite commencer euh, par la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray. Alors, on a une petite vidéo. Je ne sais pas si on commence par la vidéo ou alors si Madame Sanchez, vous commencez à parler de la réalisation. Vous préférez quoi? Écoutez, lançons la vidéo et je compléterai. Ok, très bien. Alors, on lance la vidéo. Sur la manguette. Vous avez le son ou pas? Apparemment, il n'y a pas le son. Ah mince. Pardon. On avait fait un test tout à l'heure. Partager, inclure le son. Euh, Désolé. Euh, je recommence. Voilà, c'était une Est-ce que c'est aventure bon? collective et les enfants ont vraiment pu Pardon. voir les travaux, être impliqués et aujourd'hui vraiment respecter aussi cette école qu'ils ont vue se rénover sous leurs yeux.
C'est un projet de l'ensemble de l'équipe municipale. Donc voilà, nous sommes 10 élus. Nous montons le dossier pour obtenir les financements qui vont permettre ce projet. En 2020, nous déposons un dossier et nous n'obtenons pas la subvention. Et l'année suivante, nous faisons venir la sous-préfète dans l'école. Et là, les yeux dans les yeux, elle me dit « Madame Sanchez, on ne peut pas laisser cette école dans cet état ». Et à partir de là, les autres partenaires ont suivi, le département et l'agglomération Seineur, puis bien sûr la Banque des Territoires. Donc évidemment, ce sont les élus qui mettent la main à la pâte pour rédiger les dossiers. Et également, nous faisons accompagner par un petit cabinet local d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un petit peu mon cœur d'activité, c'est-à-dire travailler pour les petites communes qui ont des structures légères. Donc ça veut dire qu'il faut aussi les conseiller un petit peu sur des démarches administratives, les façons de faire. C'est transmettre les bons documents au bon moment, aux bons interlocuteurs pour que le travail se fasse bien. Donc évidemment, le point clé, c'était quand même le gain thermique. On avait fait un audit au démarrage du projet et il fallait, pour obtenir les subventions, être efficace sur ce plan-là. Donc il y a des choix techniques qui ont été faits. Donc l'isolation thermique par l'extérieur qui permet d'avoir un manteau complet sur les bâtiments. Les fenêtres qui étaient anciennes en simple vitrage ont été remplacées par des fenêtres en double vitrage. Et à cette occasion, on en a profité pour mettre des volets extérieurs plus efficaces contre les surchauffes d'été. Où on a l'impression d'être dans une nouvelle école, hein. Clairement, ça nous change la vie au quotidien. Ils ont créé un bloc filles, un bloc garçons avec des sanitaires neufs, des évacuations neuves, voilà, tout ce qui s'ensuit, de l'aération. Au quotidien, ça change la vie. C'est très agréable de venir enseigner dans l'école. Nous l'avons réglé en 9 mois. Vous voyez, le temps d'une belle gestation, mais forcément, il n'y a que 2 mois de vacances d'été et puis les petites vacances et tout le reste des travaux se sont faits en site occupé. Donc réduire la cour de récréation, avoir des nuisances sonores quand effectivement on fait l'isolation par l'extérieur, eh bien les classes entendent les travaux qui se réalisent, mais les enfants en même temps voyaient se faire les travaux. C'était aussi une aventure passionnante également de voir ces 11 corps de métier s'orchestrer, les engins de chantier arriver dans la cour. Eh bien, quand le chantier a démarré, j'ai proposé à Madame le maire, qui l'a elle-même proposé aux enseignants, que je fasse une intervention dans chaque classe pour parler du projet aux enfants et pour parler d'architecture en général. C'est un projet qui est fédérateur pour tout le village. L'école, c'est vraiment le cœur de vie d'une commune. Ici, nous avons la chance d'avoir des commerces, des associations, mais sans école, vous voyez, toute la vie quotidienne du village serait différente. Donc ici, forcément, les premiers destinataires sont les enfants qui ont récupéré un grand confort acoustique, thermique, également des sanitaires dignes de ce nom. Donc forcément, les enfants sont aujourd'hui très heureux, les enseignants sont très heureux et les parents également. Et d'ailleurs, ils n'ont pas hésité à participer au projet. C'est vraiment une aventure formidable, passionnante. Donc c'est évidemment assez stressant, mais à la fin, il y a un tel gain, une telle satisfaction et une telle gratitude aussi de tous les usagers que c'est vraiment une aventure qui vaut la peine. Voilà, une petite vidéo de présentation du projet. Je vous laisse reprendre la présentation, Madame Sanchez, si vous voulez. Oui, très bien, sans être trop long, puisqu'effectivement, vous avez donné pas mal de chiffres pour illustrer notre travail de rénovation. Et puis la vidéo, même si c'est rapide, illustre les aspects essentiels du projet. Donc évidemment, je le répète, et pour tous ici, on sait que dans les villages, notamment Saint-Pierre-du-Vauvray, 1300 habitants, l'école, c'est vraiment le cœur et de nos responsabilités et de nos préoccupations. Vous savez, en même temps, et c'est tristement d'actualité, que les collectivités locales, notamment, ont des budgets très, très contraints. Donc, nous, en 2020, on arrive avec une petite équipe de 10 élus, puisque ce sont des scrutins de liste. Donc, on a une opposition, on est 10 à travailler. Pas de service, hein, on a une comptable, une secrétaire. Et donc, au cœur de notre programme était la rénovation de cette école, avec des moyens très contraints et beaucoup à faire, puisqu'on a une école qui n'a quasiment pas été touchée depuis 40 ans. Il n'y a pas d'issue de secours, par exemple, pour les classes du bas, avec des enfants de CP qui doivent passer par la fenêtre, des toilettes dans un état vraiment d'indignité avancée, les enfants développaient des infections urinaires à ne pas utiliser ces sanitaires, et on avait à chaque conseil d'école des récriminations des parents, et puis bien entendu un gouffre énergétique et le problème du confort d'été qui, même en Normandie, je dois vous le dire, se pose
propose aussi à certaines périodes du mois de juin. Donc, de gros défis et pas d'ingénierie, effectivement. Donc, nous, on a utilisé un petit assistant maîtrise d'ouvrage local en fait, jusqu'au dépôt de l'appel d'offres pour sélectionner l'architecte, puisqu'au départ, ce qui est important, c'est de monter le dossier. Donc, la montée le dossier, c'est vrai que si c'est simplement remplir des cases sur une plateforme administrative, on voit que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire une étude de faisabilité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Dès novembre 2020, on a vraiment mené cette étude de faisabilité avec des plans, avec les gains possibles, avec les différents corps de métiers qui seraient utiles, hein. On a fait travailler 11 corps de métiers pour une rénovation vraiment assez complète du bâtiment sur tous les points de vue. Et ensuite, voilà, le dossier de financement, ça c'est évidemment le nerf de la guerre. Donc, comme je le dis dans la vidéo, la première année, on n'obtient pas la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, et sans ça, si vous voulez, rien ne suit. Le projet est en réalité impossible. Donc, on avait pourtant été sobre, hein. Le projet, à la fin, ne dépasse pas le million d'euros. Avec 11 corps de métier, c'est quand même un sacré défi. Et pour ça, il faut absolument l'aide de l'État pour commencer. Donc, le 8 octobre 2021, la sous-préfète visite l'école, je le raconte dans la vidéo, et à partir de là, on obtient la DETR en début 2022, suit la subvention du département, l'agglomération qui nous suit également, et donc le projet s'autofinance par la collectivité locale, la commune, pour moins de 200 000 euros à la fin, grâce à la Banque des territoires et à un prêt assez long qui nous permet de l'absorber dans notre budget. Donc voilà, le projet il se déroule, je l'ai dit, en quelques mois, avec 2 mois de période d'été, des petites vacances, mais tout le reste est en site occupé. Donc c'est là aussi qu'on a vraiment dû faire un projet aussi participatif. Donc on a fait une réunion de lancement aussi avec les parents. Les parents ont contribué au déménagement, ont vu les classes avant. Après, ils ont réemménagé les classes à la rentrée scolaire, la veille de la rentrée. C'était la fourmilière et toutes les classes étaient réemménagées pour accueillir les enfants. Et là, les parents étaient ravis. Donc, quand on a fait l'inauguration, on a revisité l'école. Il y avait des anciens élèves qui étaient revenus voir leur école. Enfin, il y a vraiment un attachement qui fait chaud au cœur à l'école et beaucoup de remerciements pour avoir fait ce travail finalement sur l'école. Les enfants voilà, ont subi le chantier ainsi que les enseignants, mais le choix de l'architecte a vraiment contribué à beaucoup au succès de notre projet, puisque à la fois elle a été très rigoureuse pour nous accompagner dans le suivi, les différentes sélections des entreprises, les analyses des offres, vous voyez tout ça, on l'a fait nous-mêmes avec l'architecte, et ensuite tout le volet également de lien avec les enseignants et les enfants. Voilà, on avait des visites sur le chantier toutes les semaines en site occupé, donc on a côtoyé les enfants semaine après semaine, et donc l'architecte a expliqué tous les métiers du bâtiment, le travail de l'architecture, a fait travailler sur des plans, des bâtiments. Les enfants étaient ravis. Ils ont même pu faire un petit concours de dessin pour choisir les couleurs et le calpinage des faïences, des sanitaires. Enfin, voilà, on a essayé comme ça d'être participatif, et on a vraiment eu des retours très positifs. Super. Il y a quelques photos du projet aussi, je ne les ai pas passées, mais je peux les passer. Où on voit du coup l'état un peu plus initial du bâtiment, donc avant la vidéo, donc avec certains éléments qui sont très dégradés, donc on se comprend peut-être mieux la nécessité de faire les rénovations. Et les travaux en cours. C'est vrai que du coup, le fait de faire les travaux en site occupé, c'est quand même une très grosse problématique où beaucoup de collectivités sont confrontées à ça. Donc là, vous disiez que l'architecte a donné des cours un peu, enfin, a fait des interventions dans les classes. Donc c'est aussi une opportunité un peu d'avoir les travaux pour parler peut-être d'architecture, des métiers du bâtiment, des enjeux environnementaux. C'est vrai que c'est un point particulier sur le projet, je trouve. Oui, complètement. Et puis voilà, on fait les réunions de chantier à l'école toutes les semaines.
Et donc, on voit aussi, alors on veille énormément aux problèmes de sécurité. Vous voyez, quand on a des échafaudages comme ça en façade, il ne faut pas que des outils puissent tomber, il ne faut pas que ce soit accessible aux enfants. Enfin, voilà, donc ça, c'est assez stressant, hein, parce que là, j'évoque évidemment, à la fin, le résultat, on est très satisfait, mais il y a ce moment de l'accouchement, si je reprends la comparaison, où il y a pas mal de stress et parfois on se demande si voilà, tout va bien se passer. Heureusement, tout se passe bien, mais il faut toujours être très vigilant. Donc, on a été très présents et voilà, effectivement, le site occupé a ses contraintes, mais il faut en faire après des atouts quand on n'a pas le choix. Il y a une question là dans le chat de Mort Boutin. Si vous voulez peut-être mettre votre micro et poser la question directement, ce sera plus simple. Sinon, je peux la lire aussi. Euh, c'est comment avez-vous géré les travaux en site occupé car les classes ont l'air d'avoir été refaites par l'intérieur? Alors oui, tout le travail par l'extérieur d'isolation a été fait pendant les périodes de classe. Le restaurant scolaire a été fermé, donc de l'autre côté de ce bâtiment que l'on voit en photo, il y a le restaurant scolaire, donc lui on l'a fermé, on a fait les travaux pendant 6 mois dans le restaurant scolaire en délocalisant les enfants dans comment dire, dans notre salle polyvalente où là on a délocalisé la vaisselle, on a déménagé les frigos, la vaisselle et transféré finalement la restauration dans notre salle des fêtes pendant 6 mois. Donc, du coup, il fallait relocaliser les associations ailleurs. Enfin bon, il y avait aussi ce petit casse-tête. Et pour les classes, la rénovation des classes, donc là, il y a eu un travail sur les classes qu'on voit en haut. Là, il y avait du désamiantage à faire. Il y avait un lourd travail. Donc là, le lendemain de la fin des cours, le 6 juillet, on ferme tout, on lance le désamiantage, la classe est mise à nu et là, bah, tous les corps s'activent pendant 2 mois, comme je le dis, jusqu'à la rentrée scolaire. Et pour les classes du bas, donc, qui ont été vidées, déménagées, et bien là, c'est pareil, ça se fait pendant l'été. Et là, ceux que vous voyez peindre, bah, c'est moi-même que vous voyez là sur l'escabeau, mon premier adjoint que vous voyez à côté. Et puis voilà, tous les élus ont peint avec des parents, avec des habitants qui nous ont prêté main forte puisque chaque pièce en peinture, on avait vu dans les budgets que c'était 20 000 euros de peinture pour chaque pièce. Donc, on a fait en tout 5 pièces en peinture avec la cantine. Donc, on se dit, on a quand même économisé un beau budget à peindre nous-mêmes. On a gagné quelques tendinites, mais bon, on a passé aussi du bon temps. Et puis, on a vraiment beaucoup gagné en technique. Maintenant, on peut repeindre chez nous. On est des professionnels quasiment. Au bénéfice non négligeable. Et dernière photo, du coup, le bâtiment ouais, complètement rénové avec l'inauguration. Voilà, parce que Si on donc peut. les défis étaient nombreux. Il y avait, j'ai dit, la sécurité, la salubrité pour les sanitaires. Puis, vous voyez aussi toute l'accessibilité, bien évidemment. Et cette année, on a une enfant en fauteuil roulant maternelle en face, de l'autre côté de la rue. Et on sait qu'aujourd'hui, elle peut aller au restaurant scolaire et qu'elle pourra être scolarisée en élémentaire, car rien n'était accessible. Il y avait des marches pour accéder à toutes les salles. Il y a une autre question, Karine Lelon, si vous voulez, vous posez la question directement. Est-ce que le micro fonctionne? Alors, Visiblement non. Avez-vous refait la ventilation? Alors voilà, donc là, ça fait partie des postes quand on a 11 corps de métier et qu'on a un budget très contraint. Évidemment, l'architecte, au début, quand elle a refait le chiffrage, bon, nous, on avait fait une étude de faisabilité, on avait estimé pour demander les subventions, voilà, un premier montant à 800 et quelques 1000 euros. Quand l'architecte arrive, elle nous fait un chiffrage qui dépasse largement le million, on est à 1 million 3. Donc là, on n'absorbe plus, on n'a pas les subventions pour. Donc là, on fait un travail de fourmi pendant plusieurs semaines d'analyse de chaque poste de dépense. Et donc, on opte pour de la ventilation mécanique, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre les fenêtres et qu'on met des capteurs de CO2, mais on n'a pas pu intégrer la VMC. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Les volets roulants, au départ, c'était manuel. Bon, finalement, ils se sont trompés, donc c'est électrique, mais ça, c'est le menuisier qui s'est trompé. Donc voilà, mais vous voyez, on a économisé vraiment sur tout ce qu'on pouvait, et tant que ça passait, que le bureau d'études, enfin le bureau de contrôle, pardon, validait nos choix, voilà, on avait tellement à faire que on a fait au mieux pour le moindre coût.
Ok. Donc vous avez installé des capteurs de CO2 dans les salles de classe alors? Voilà, c'était l'option qui nous a été imposée du fait qu'on n'avait pas les ventilations double flux, qu'on restait en mécanique. Il a fallu donc du coup équiper toutes les pièces de capteurs de CO2. Ok. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors on passe à la prochaine présentation? Il y aura peut-être d'autres questions par la suite. Je pense que on va pouvoir passer sur la prochaine présentation. Merci, Madame Sanchez. Ben, Merci à vous. on garde pour la fin pour peut-être d'autres questions un peu plus générales encore. On va passer sur Aulnoy-Améry. Donc, Fabien Turette qui va pouvoir nous parler de cet autre projet. Fabien, je vous propose de commencer aussi par la vidéo de présentation du projet avant d'avoir vos explications de texte sur ce projet. Je vais partager la vidéo. Hop. Par rapport à cette école, c'est d'abord la volonté de toujours placer l'enfant au centre de nos préoccupations. Et dans cette école, en dehors qu'elle soit une passoire thermique, elle a été construite il y a déjà plus de 30 ans maintenant, il y avait aussi des inconvénients qui étaient dus à des infiltrations, qui étaient dus à des pièces qu'on n'arrivait pas à chauffer. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire cette économie et qu'on doit absolument réfléchir à tout ce qui est décarboné. Et là, pour qu'on a avancé aussi dans cette école, c'est parce que c'est de l'électricité, eh bien, cette architecture, elle plaît beaucoup, donc il fallait la garder. Principalement, c'est les travaux de dépose de la toiture existante, toiture qui était d'origine, qui a à peu près une soixantaine d'années, et la repose d'une couverture en règle thermique d'aujourd'hui. Il existait sur cette toiture très peu d'isolation. C'était plutôt une feuille de bitume pour dire d'être étanche à minima à l'air à l'époque, ce qui n'était plus le cas sur la fin forcément. L'école étant une structure bois, on avait la contrainte de respecter un poids au mètre carré. Aujourd'hui, on ne voulait pas surcharger la toiture parce que sinon le projet ne pouvait pas se faire. Donc l'idée, c'était de rester dans le même poids au mètre carré du nouveau complexe de couverture et d'étanchéité. Ce qui est déjà la première des contraintes parce que voilà, quand on rajoute de l'isolation, c'est assez lourd quand même. Et donc on est parti sur un latage simple et ensuite sur de la laine de roche croisée, 2 épaisseurs de 100 mm, quelque chose d'assez léger en soi, et après de la mousse expansée qui donnait l'ensemble du complexe d'étanchéité. Et après, c'est un simple bardage métallique comme on voit en toiture. C'est un chantier qui a duré presque 8 mois. On ne pouvait pas fermer une école pendant 8 mois, donc l'idée c'était de travailler avec l'équipe éducative en faisant des rotations des classes, des dortoirs, des bureaux, pour qu'on puisse travailler au-dessus d'un endroit neutralisé. Enfin, un chantier à un bon 700 000 €. Et sur 700 000 €, on a été chercher un financement d'État. Et nous sommes également accompagnés par la Banque des Territoires qui, dans le cadre de son projet et du Rénov', eh bien, nous a apporté un prêt à un taux bonifié très intéressant et dans une durée qui nous allait bien. Donc ça, c'est vraiment le petit bonus qui permet à la fin de monter et de réaliser l'opération. Hein, c'est extrêmement intéressant et important. C'est ce qui nous permet d'être accompagnés sur tous les problèmes d'éducation et donc de bâtiments pour l'éducation. Et vous comprenez bien que si on veut transformer un territoire, lui permettre de sortir de la crise, la formation et l'éducation, tout ça c'est déterminant. Il faut que notre jeunesse redevienne fière de son territoire. Donc il y a tout un travail à faire de rénovation. Super. Fabien, je vous repasse, je vous passe la parole si vous voulez bien pour du coup expliquer un peu le projet de cette rénovation. Merci beaucoup, Maxime. Alors, pour revenir sur la genèse du projet, c'est une réflexion qui date de la sortie du Covid, on va dire, 2021, avec le constat effectivement que le confort d'usage de cette école maternelle n'était plus au rendez-vous. On avait effectivement des infiltrations qui se multipliaient, on avait une toiture qui était ouverte aux 4 vents, et donc s'est posé la nécessité effectivement de pouvoir effectuer une reprise de cette toiture pour améliorer le confort d'usage. Depuis maintenant 2 ans, vous n'êtes pas sans savoir que le pays traverse une crise énergétique.
Et donc, le projet finalement qui est mis en œuvre concourt maintenant à un double objectif, celui du confort d'usage, mais aussi celui de la maîtrise des dépenses énergétiques. Puisque je ne sais pas si ça a été précisé dans la vidéo, enfin je l'ai plus en tête, mais en tout cas, le chauffage de cette école est exclusivement électrique. La collectivité, en 2022, décembre 2022, a renouvelé son contrat de fourniture d'électricité. Et la facture est passée, pour l'ensemble des équipements de la commune, mais la facture globale est passée de 300 000 € à plus de 900 000 €. Donc, je vous laisse imaginer finalement la nécessité de pouvoir engager des travaux de confort thermique sur des équipements comme cela. Parce que l'école, en définitive, c'est quand même 1500 mètres carrés de surface, avec la particularité ici d'avoir une succession finalement de toitures, 4 pans. Donc en tout, on en a 22. Donc c'est assez énorme. Donc finalement, on a des ponts thermiques, certains avec une école configurée de la sorte. Pour autant, on était très attaché effectivement à l'architecture, puisque c'est ce qui fait le charme de cette école. Donc, il a fallu travailler à une isolation performante en respectant le caractère singulier de cette école. D'où l'appel aussi d'un architecte pour travailler dans le respect de cette école. Donc, une école qui date des années 70. Et comme il a été dit dans la vidéo, une école qui avait fait l'objet de peu de travaux, voire pas du tout. Donc, je vous laisse imaginer l'état de la toiture il y a encore 3 ans. Ce qui est important aussi de signifier sur ce projet, c'est que finalement, le quartier dans lequel est implantée l'école avait bénéficié d'un programme de renouvellement urbain. Les limites financières du programme ne nous ont pas permis finalement de rénover l'école. C'est ce que nous regrettons, mais les crédits n'étaient pas suffisants pour travailler à la fois au logement, à l'aménagement du quartier, à la réfection de la médiathèque et du centre social. Il a fallu faire des choix et c'est vrai que l'école était un peu le parent pauvre de ce programme. D'où la volonté des élus finalement de pouvoir engager un programme de travaux sur cet établissement scolaire. Donc aujourd'hui, on est plutôt fiers. 700 000 € d'investissement, accompagné effectivement par l'État à travers les dotations DETR, mais aussi par la Banque des Territoires à travers finalement les prêts longue durée qui sont proposés sur des taux d'intérêt indexés sur le livret A. Donc là aussi, quelque part, on a un emprunt qui est maîtrisé. Et la durée, comme le dit Monsieur le maire, nous va plutôt bien puisque c'est la garantie aussi de pouvoir amortir les investissements sur la durée de l'emprunt. Donc ça, c'est intéressant. On a réussi le tour de force finalement à générer des économies. Alors, on n'a pas encore pu les apprécier puisque les travaux ont été réceptionnés en cours d'année 2023, mais on a quand même déjà pu mesurer les effets de cette rénovation. Je vais vous donner des exemples, enfin des chiffres qui vont illustrer finalement la nécessité d'engager ces travaux. En 2020, le prix du kilowattheure pour cette école était de 175 €. En 2023, après signature du nouveau contrat de fourniture d'électricité, le prix du kilowattheure était de 530 €. Donc, on a réussi finalement à générer des économies d'énergie, mais les économies financières n'étaient pas à la hauteur finalement de ce qu'on espérait, puisque malgré, j'allais dire, la réduction de nos consommations énergétiques, la facture reste élevée. En fait, si on se projette avec le prix du kilowattheure qui était, du mégawattheure qui était celui de 2020, en fait, nous aurions payé en 2023 presque un peu moins de 15 000 € de facture, contre 45 000 € facturés avec notre nouveau contrat. Donc, quelque part, le gestionnaire que je suis me dit que finalement, ce projet est arrivé à point nommé, puisque un delta de 30 000 € sur la facture projetée, je vous laisse imaginer en définitive ce qu'on est amené à payer. 45 000 € en 2023, ça pique, malgré les économies d'énergie réalisées. Pour autant, la réflexion, nous la poursuivons. Nous ne nous privons pas de poursuivre finalement la décarbonation de nos équipements et à moyen terme, une réflexion d'implantation de panneaux photovoltaïques dans le quartier pour alimenter nos équipements
j'allais dire, se définit de plus en plus. D'autant que, vous l'aurez compris, le chauffage est exclusivement électrique. Il y a un intérêt certain, effectivement, à pouvoir être autonome sur ses consommations. Après, sur la mise en œuvre du projet, là encore, une opération milieu occupé, dont on peut se féliciter de la réalisation. Ça tient aussi aux artisans qui ont été missionnés sur le chantier. Beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges avec la communauté éducative, avec les parents. Une rotation, parce que vous l'aurez compris, l'école est assez grande, donc on a pu effectuer une rotation entre les différents espaces pour ne pas perturber l'apprentissage au quotidien. Et effectivement, un dialogue en continu qui a permis finalement que les travaux se passent bien. Parce que changer une toiture dans une école pendant les classes, je laisse imaginer la complexité. D'autant que le chantier a commencé en cours d'année. Donc c'était à l'été 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a quand même eu un automne, un hiver dans le chantier. Mais là encore, effectivement, les artisans ont été vraiment très pédagogues pour le coup, c'est le cas de le dire, et ont fait en sorte que le chantier se passe sans crispation aucune. Aujourd'hui, on a des parents, des enfants, des enseignants qui sont heureux finalement d'intégrer cette école rénovée. Pour certains, ils ont même l'idée que l'école est neuve. Vous voyez, c'est que les travaux ont vraiment porté leurs fruits. Donc voilà ce que je peux dire sur ce chantier. Voilà, ce qu'il faut retenir quand même, c'est effectivement le côté atypique de l'architecture qui a quand même contraint le travail des entreprises. Mais vous disiez qu'il y avait un attachement quand même à l'école. Du coup, on voit la toiture qui est vraiment atypique, mais qui donne un peu son charme, sa qualité aussi au bâtiment d'un point de vue architectural. Donc, il y avait une Un volonté attachement, de. parce que cette école, c'est un signal en fait dans le quartier. Vous voyez, depuis les années 70, on a déjà 4 générations qui ont pu se succéder dans cette école en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Il y a des enfants qui ont connu leur école dans les années 70 qui aujourd'hui ont des petits-enfants qui fréquentent l'établissement. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, pouvoir aussi travailler à la mémoire du quartier. Donc dès qu'on le peut, effectivement, on le fait. Donc oui, effectivement, l'architecture était un élément moteur de ce chantier. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser soit en activant le micro, soit dans le chat. Moi j'ai peut-être un peu une question aussi, c'est par rapport du coup aux économies d'énergie, on voit qu'il y a du coup plus de 50% d'économies d'énergie, Oui. mais avec l'augmentation du prix de l'énergie, finalement il n'y a pas eu d'économie financière, quoi. Mais s'il n'y avait pas eu de Oui. travaux, est-ce que du coup ça aurait été soutenable de continuer de payer ces factures-là, ou pas du tout? Non, non, clairement, non, effectivement. Dans l'absolu, il y a une économie qui est réalisée. C'est celui de la consommation de la molécule. Donc en ça, c'est déjà un signal positif. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la sobriété énergétique. Et donc quelque part, ces résultats nous encouragent, comme je le disais, à poursuivre les efforts et les investissements pour demain garantir une autonomie énergétique de nos équipements et plus être tributaire de grands groupes. Et ça, on l'a compris finalement, qui, je suis désolé de le dire quand même, mais se rémunèrent sur le dos des collectivités. Et en parallèle, on nous demande de faire des efforts. Et en définitive, les efforts, on les fait déjà pour réduire la voilure au quotidien. Donc, des résultats observés j'allais dire, en demi-teinte, oui et non, parce qu'effectivement, les travaux ont quand même permis de réduire l'impact. Et si nous n'avions pas fait ce programme, effectivement, ce serait peut-être posé la question de fermer l'école. Hein. Je fais de la fiction, mais peut-être, on aurait pu se poser la question, clairement, ou fermer une partie de l'école. Non, clairement, c'était 2022, décembre 2022, ça a été un ascenseur émotionnel dingue. Hein. Plus de 600 000 euros projetés, c'est très, très compliqué. Hein. D'autant qu'on était en pleine préparation de l'exercice budgétaire et on n'avait jamais imaginé un tel résultat. Ouais.
Et encore, hein, on a mis les groupes en compétition parce qu'on a ouvert un dialogue du fait, mais on était parti sur des hypothèses encore plus pessimistes. Hein. Euh, Total Energy, avec qui nous travaillions à l'époque, nous annonçait 1,5 million de delta sur la facture hein, à la base. Donc, je vous laisse imaginer finalement les moments que nous avons traversés. Donc non, le projet, à 200%, nous nous en réjouissons et effectivement, il est arrivé à point nommé. Et c'est en ça aussi où le prêt de la Banque des Territoires est intéressant, puisque nous, ça nous permet quand même d'absorber les factures du quotidien, pouvoir avoir des échéances maîtrisées, échelonnées dans le temps, donc avec des intérêts, j'allais dire, très concurrentiels par rapport à ce que les autres groupes et établissements bancaires peuvent proposer, c'est tout bénef pour les communes. Hein. En définitive, ce qu'on rembourse dans l'emprunt, c'est ce qu'on récupère sur nos factures et même plus largement. Donc, non. Malgré le contexte, ça reste une très bonne opération. Oui. Mais d'autant avec, du coup, ce que j'entends, c'est avec un coût de l'énergie qui est élevé, ça vaut le coup d'investir, voire de s'endetter pour pouvoir baisser cette facture et, euh, et avoir de meilleures performances énergétiques et payer moins de factures, même si le prix de l'énergie augmente. Donc, on n'a pas forcément une baisse des sous qu'on paye, mais on paye quand même moins que si on n'avait pas fait de travaux, quoi. Oui, complètement. Mais une fois encore, ça nous engage à aller encore plus loin. Voilà. Et travailler à cette question d'autonomie énergétique. Ça, c'est clair. Après, il y a encore 5 ans, on pensait que le gaz, finalement, c'était une bonne source d'énergie et que l'électricité, finalement, c'était pas exemplaire comme mode de chauffage. Aujourd'hui, on a quand même un changement de logiciel. On se rend compte que finalement, l'approvisionnement du gaz en France est tributaire de la géopolitique. Et quelque part, ben oui, travaillons à l'autonomie énergétique des collectivités. Ça, je pense que ça peut être l'objet d'un beau plan de relance à l'échelle de l'État. Tout le monde sera gagnant. Parce que là encore, le chantier qui a été le nôtre a permis aussi de faire travailler une entreprise locale, et donc quelque part aussi de générer de l'emploi et d'envoyer des signaux à la population et notamment aux jeunes. De dire que oui, c'est possible de travailler sur le territoire, qu'il y a des chantiers, qu'il y a des communes qui continuent de se développer malgré le contexte et qui laissent entrevoir des perspectives aussi de partenariat gagnant-gagnant entre le tissu économique et le monde public. Ok, merci. Il y a des questions dans le chat. Je vais en poser une de Karine Mondin. Avez-vous conclu un contrat de performance énergétique pour ce projet? Non, du tout. Non, non. Non, parce que là encore, euh, les marchés globaux de performance qui sont proposés par certains groupes nous lient sur du long terme avec eux. Et donc là, aujourd'hui, on garde l'idée de remettre en balance les fournisseurs pour tirer les prix les plus faibles possibles. On fait le pari de pouvoir négocier et que finalement, les annonces qui ont pu être faites, notamment sur l'électricité, laissent entrevoir que peut-être, le prix de la molécule dans les prochaines années va baisser. Il y a une autre question un peu liée aussi de Karine Long. Avez-vous passé par un groupement de commandes pour votre contrat d'électricité? Et est-ce que Non. vous avez pu bénéficier de l'amortissement sur l'électricité? Non, pas de groupement de commandes dans la mesure où finalement les collègues, que ce soit au niveau de l'agglomération ou des autres communes, n'étaient pas sur la même temporalité de contrat. Et finalement, la ville d'Aulnoy-Aymeries était une des rares collectivités du territoire à relancer ses contrats de fourniture énergétique. Donc, ça n'a pas été possible finalement de lancer une mutualisation du contrat de fourniture. Mais même au-delà de ça, je ne suis pas certain que nous aurions été gagnants dans le prix proposé. Puisque en fait, c'est un peu technique, mais dans la facturation, il y a le prix de la molécule, mais il y a aussi le prix de la fourniture. Et c'est ce qui coûte le plus cher, notamment sur le gaz ou l'électricité. Très bien. Et j'avais une question aussi sur le mode de chauffage. Du coup, c'est en électrique. Du coup, c'est cher. Le gaz aussi, c'est cher. Et puis, ça vient pas non plus de France. Est-ce qu'il y avait une réflexion pour changer pour un autre mode de chauffage euh, sur une autre énergie? Et est-ce que ça a été pris en compte? C'était compliqué? Comment ça s'est passé? Alors en fait, en parallèle, la collectivité a lancé une étude autour de la géothermie. On a un potentiel géothermique sur la commune
Malheureusement, les résultats ne sont pas concluants. C'est-à-dire que la géothermie est présente, mais pas suffisamment, j'allais dire l'eau n'est pas suffisamment chaude pour pouvoir alimenter un circuit de chauffage digne de ce nom, ou alors il aurait fallu compléter avec des sous-stations, des récupérations calorifiques et remettre en chauffe, et finalement ça aurait été plus coûteux qu'autre chose et pas pertinent. La deuxième réflexion qui a été engagée est celle de réseaux de chaleur avec du bois déchiqueté, puisque en fait Aulnoy-Aymeries se trouve sur une terre bocagère, nord de la France. On a encore une activité d'élevage qui est très présente sur le territoire de la Vénois, avec donc des bocagères et des coopératives agricoles qui travaillent à la valorisation de l'entretien de ces haies. Donc la question s'est posée, pas sur ce secteur-là, sur le quartier voisin. Donc les retours sont intéressants. On pourrait imaginer des niveaux de performance élevés, mais la difficulté aujourd'hui à laquelle nous faisons face, c'est que ces travaux de réseau de chaleur sont financés, plafonnés à 30% d'aide publique. Quand on sait qu'un micro-réseau peut coûter jusqu'à 2 millions d'euros, là encore, c'est la question de la soutenabilité qui se pose en fait. Ok, d'accord. Ouais, géothermie, c'est vrai que ça demande Quand je beaucoup parle de plan de d'investissement. relance énergétique au niveau de l'État, je pense qu'il y aurait une... Ah oui, non, mais en termes de soutenabilité, c'est pas envisageable. Donc pour l'instant, le troisième plan, c'est celui que j'évoquais, de pouvoir travailler sur du photovoltaïque, de manière à garantir l'autonomie énergétique de la collectivité. Ce qu'on développe déjà sur d'autres équipements, en fait. Ok, merci. J'avais une question, moi encore, n'hésitez pas à en poser d'autres dans le chat. Et pour vous deux, en fait, au cours du projet, c'est quoi peut-être qui a été la principale difficulté, le principal frein qui a fait que peut-être le projet a failli ne pas se faire? C'est quoi le point le plus compliqué qui a été, que vous avez eu à régler? Alors, le projet n'a jamais été remis en question. Voilà, d'une manière ou d'une autre, le projet devait se faire. Comme je vous l'ai dit, sortie de Covid, il y a eu cette prise de conscience de se dire, mince, il y a un confort d'usage sur lequel il faut absolument travailler, parce que c'est important de pouvoir conserver cette école dans le quartier, qui est un quartier, donc vous l'aurez compris, hein, géographie prioritaire. Donc jamais le projet n'a été remis en question. Et j'allais même dire que le projet s'est vu conforté par la question énergétique. Par contre, la difficulté de mise en œuvre tenait au fait que, effectivement, on travaille exclusivement en toiture avec une configuration particulière. Donc, ce qui a pu être compliqué ou ce qui a pu retarder le chantier à un moment donné, c'est la météo. Ok. Un chantier qui a commencé l'été, en plus, on a eu un été très chaud en 2022. Donc, forcément, décemment, on ne pouvait pas demander aux artisans d'être sur le toit, à travailler, en plus à manipuler de l'acier. Ça, ce n'était pas envisageable. Ok, bon, très bien. Et Madame Sanchez, du coup, Et pour nous, oui, le gros stress, donc au départ, c'est la découverte des marchés publics, ça c'est certain, voilà. Même si on est un peu accompagné par l'AGLO et puis par l'AMO, bon voilà, c'est quand même des domaines qui sont engageants pour nous quand on n'a pas de service. Voilà, c'est les élus qui directement s'engagent sur ce sujet, donc ça c'est un premier stress. Après, il y a l'exaltation du chantier, mais le souci, c'est par exemple quand on monte tout un calendrier, qu'on orchestre semaine après semaine tous les corps de métier et qu'une des entreprises fait défaut parce qu'elle fait faillite et qu'il faut relancer là en catastrophe un appel d'offres. Là, c'est des gros stress pour tout le monde. Donc, à la fin, voilà, on ne sait pas comment, mais ça finit toujours par s'arranger. Mais voilà, c'est vrai que c'est des semaines de transpiration intense à tout niveau et pas mal de stress. Et à la fin, voilà, quand ça se réalise, c'est une sorte de miracle. On est vraiment très heureux, mais il faut le faire. Il y a toujours des solutions, mais effectivement, c'est une dépense énergétique pour tout le monde. Ok, ouais, et puis du coup, c'est vrai que vous avez des tailles de communes différentes. Vous, Madame Sanchez, c'est 1300 habitants. Fabien Turette, vous êtes à peu près 9000 habitants. Donc forcément, dans des tailles de communes différentes, il y a plus ou moins de services dédiés pour gérer ces services, enfin ces marchés publics. Donc c'est vrai que nous, on se pose aussi la question au sein des Durénov, comment on s'adresse différemment aux tailles de communes différentes pour apporter des solutions différentes en fonction des ressources internes qui sont présentes. Oui, J'ai une autre après, question.
Pardon. Oui. Du coup, c'est vrai qu'on fait monter en compétence, voilà, notre comptable a permis aussi de faire des formations sur les marchés, les choses comme ça, qui l'ont passionné. Puis du coup, après, elle nous a quittés pour un meilleur poste ailleurs. Et c'était très bien de faire gagner aussi en compétences nos fonctionnaires et de leur permettre des progressions de carrière en découvrant dans un petit village un Mm. sujet comme ça, en les accompagnant par de la formation. Bon, c'est gagnant pour tout le monde. Et nous, aujourd'hui, on a gagné une expérience là-dessus. Et quand on a recruté quelqu'un, voilà, on avait ça aussi en ligne de mire et l'idée d'accompagner par de la formation et de faire progresser nos fonctionnaires. Voilà, on a des moyens très contraints, mais on essaie de faire aussi au mieux pour le bien de la collectivité. Alors moi, je partage cette question d'ingénierie. Et moi, j'insisterai aussi, c'est sur l'ingénierie financière. Nous avons pu bénéficier finalement des conseils alors de Marie-Claude Wembe, qui est la directrice départementale de la Banque des Territoires, qui très vite nous a orientés sur ce dispositif et du Rénov, ainsi que M. Vincent Balambois, qui est en gros le chargé de développement territorial de la Caisse des dépôts et de consignation. Et donc c'est vrai que ces deux interlocuteurs pour une commune comme la nôtre, malgré l'ingénierie qu'on peut avoir, mais c'est précieux en fait. Et ça nous permet finalement de prendre de la hauteur sur les dispositifs qui sont à portée de main et qu'on n'imagine pas finalement. Donc ça, c'est intéressant. Effectivement, c'est incitatif pour engager ce type d'opération. Moi, je vais revenir quand même sur cette question-là de consommation parce que j'ai des données plus précises. Donc en fait, la consommation du bâtiment depuis 2018 a baissé de 45%. C'est quand même énorme. Et plus de la moitié sur les derniers chiffres effectivement qui ont été relevés. La dépense, quant à elle, a augmenté de 84%. Donc, je vous l'ai dit, en 2023, facture de 45 000 euros. C'est-à-dire que si nous n'avions pas fait de travaux, notre facture énergétique pour ce bâtiment se serait établie entre 80 et 85 000 euros. Vous imaginez? Ok. Du coup, j'ai une autre question. Vous avez un peu répondu aussi. Quel est alors, on a parlé de la difficulté, mais qu'est-ce qui a été un facteur qui a permis de débloquer la situation? Vous avez dit un peu la Banque des Territoires, alors super. Mais peut-être hors Banque des Territoires, qu'est-ce qui a été le service, la personne, le conseiller local qui vous a permis de concrétiser, de faire un peu, voilà, débloquer une situation pour votre projet? Alors, pour la Alors commune de moi, c'est Lyon, vraiment le petit cabinet d'AMO local qui, voilà, vraiment pour pas grand-chose, j'ai trouvé, vous avez vraiment bien accompagné sur la rédaction de l'étude de faisabilité, sur le montage du dossier de financement. Enfin, j'ai trouvé que ça, c'est quand même un outil précieux. Voilà, dans nos tissus locaux, si on peut. Après, on n'a pas pu voilà, les utiliser tout au long du projet pour des raisons financières, mais pour le démarrage et pour vraiment entrer de façon bien cadrée dans un projet comme ça nous a été précieux. alors pour la commune de Lyon-Emery, deux acteurs en fait. Notre agence d'urbanisme, puisqu'on a la chance de travailler avec une agence d'urbanisme de territoire, qui est porteur du dispositif CEP, un conseiller en énergie partagée. Et donc c'est vrai que les équipes de l'agence d'urbanisme sont de bons conseils aussi pour ces sujets-là. Et puis j'allais dire, en fait, ce qui a été moteur surtout pour porter le projet, c'est les habitants et les enfants. Et ça, le maire l'a très bien dit, on place l'enfant au cœur du projet, au cœur de l'action. Et effectivement, si l'équipement n'était pas une école, on aurait peut-être été moins regardant sur son devenir. Sauf que là, on fait le pari justement de pouvoir, sur le long terme, affirmer la place de cette école dans le quartier, dans la ville. Ça, c'est clair que c'est déterminant. De la même façon, pour nous, c'est vrai que le projet phare du mandat précédent, ça n'était pas notre équipe qui était à la mairie, c'était de refaire le parvis de la mairie. Et les habitants avaient vraiment une grosse demande sur l'école. Et donc, voilà, on n'a pas mis
c'était vraiment le cœur de notre programme. On a été élus sur ce projet et donc on avait vraiment à cœur de tenir notre promesse sur ce projet-là. Et voilà, c'était aussi vis-à-vis des habitants et comme vous dites, des enfants qui sont, si on veut qu'ils restent dans nos villages, qu'ils aiment nos villages et que nos villages soient vivants. C'est vrai que c'est très important d'avoir ces projets et de les réaliser concrètement. Merci pour les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore qui vous brûlent les lèvres ou alors il n'y en a pas d'autres? Pour répondre à une question, c'est en fait la présentation et le webinaire, il a été enregistré, il sera diffusé par la suite, donc vous pourrez retrouver les informations projetées et puis les discours qui ont été donnés. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai une petite conclusion juste pour donner quelques informations sur les d'autres webinaires qu'on va faire par la suite. Donc apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, hein, Madame Sanchez, Monsieur Turette, pour vos présentations. Je pense que c'est vraiment très utile d'avoir le discours de projets, enfin de porteurs de projets qui ont fini leur projet sur, voilà, sur les difficultés, sur les victoires, comment ça s'est réalisé. C'est vraiment quelque chose qui est très utile, je pense, pour les autres qui sont en train d'avoir les mains dans la pâte. Du coup, merci à vous. Donc, juste quelques éléments en conclusion. Pour info, nous, donc, EduRénov, on fait des guides aussi pour essayer de vous donner des éléments de comment faire un projet, quelles sont les ressources, etc. Donc, on a sorti tout récemment 3 guides. Un sur l'ingénierie locale qu'on peut solliciter, les différentes études qu'on peut réaliser en amont. Donc, il y a un guide sur l'ingénierie, il y a un guide sur le financement aussi, comment trouver les différents financements, comment monter son plan de financement, comment enfin, faire un prêt si on en a besoin. Et un guide aussi sur la partie contrat de performance énergétique. Il y avait une réaction dans le chat aussi, donc on a fait un guide qui en parle, donc de comment garantir in fine la performance énergétique quand le bâtiment est rénové, parce que c'est pas toujours le cas, hein. On peut avoir des dérives par rapport à ce qui est prévu initialement dans son audit qui nous dit moins 70%, est-ce qu'on les aura bien à la fin? Bah, c'est pas garanti, à part si on a un contrat qui le garantit explicitement. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur notre site les 3 guides là. Sur la partie ingénierie, donc nous, on peut financer ponctuellement certaines études pour débloquer des situations. Donc on ne peut pas faire un accompagnement complet comme un AMO de terrain ou alors une maîtrise d'œuvre ou alors des structures très locales qui vous accompagnent tout au long du projet, mais on peut ponctuellement venir pour vous débloquer une situation, faire un audit énergétique, faire un audit fonctionnel, faire un programme, vous aider au choix juridique, du montage juridique pour recruter la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est des études que EduRénov peut financer pour vos projets. Donc je vous invite à nous contacter si jamais vous avez peut-être un besoin d'une étude qui bloque le projet. Et donc sur toute la partie financement, donc on a deux grosses briques pour le financement. Donc il y a l'EduPrêt, qui est un prêt avec une durée qui peut être assez longue, vous en parliez dans les présentations, et qui est calé sur le taux du livret A. Donc c'est un taux bonifié pour les projets de rénovation d'école. Donc c'est logiquement un taux qui est assez intéressant pour pouvoir voilà, investir sur des projets qui en valent la peine, donc la rénovation des écoles. Et on a un autre produit financier, c'est le dispositif Intracting, qui est là, normalement, c'est un dispositif qui, la logique, c'est les économies d'énergie qu'on va réaliser doivent pouvoir permettre de rembourser entièrement le prêt. Donc, in fine, pour la collectivité, c'est une opération blanche. Donc voilà, deux opérations. Donc le du prêt qui est plutôt pour les grosses rénovations complexes et l'Intracting plutôt pour sur les plus petites rénovations, plutôt qui concernent les équipements techniques souvent, mais qui peuvent être aussi très rentables très rapidement. Et on fait des webinaires. Donc on a 4 webinaires encore prévus d'ici la fin de l'année, donc sur différents sujets. Donc le prochain traitera de l'intracting dans 2 semaines, donc le 25 octobre. Le 15 novembre, on parlera avec le CE 94 de l'isolation biosourcée, les différents matériaux, filières professionnelles existantes pour voilà, rénover son bâtiment. Est-ce qu'on met de la laine de bois, de la laine de chanvre ou pas? Enfin voilà, on se posera ces questions-là. Le 29 novembre, on a un autre webinaire sur la partie accueil dans le programme EduRénov. Donc on représente en détail tout le programme.
Et le 13 décembre, on aura un autre café des projets, donc comme ici, sauf avec 2 collectivités différentes qui présenteront encore leurs projets. Donc on vous invite au fur et à mesure à tous ces événements. L'invitation pour le prochain, donc sur le dispositif InTracting, est déjà prêt, donc je vous transmettrai le lien à la fin de ce webinaire pour que vous l'ayez. Et si vous avez des questions, bah, vous pouvez contacter vos directions régionales sur des questions bien précises sur l'emprunt notamment. Si vous avez, si vous savez, enfin, si vous avez abouti un peu sur votre projet, vous savez combien vous voulez investir, comment faire votre plan de financement, vous pouvez contacter les directions régionales de la Banque des Territoires. Et si vous avez des questions un peu plus d'ordre général ou de définition des besoins sur le projet, vous pouvez nous contacter nous, donc edurenov@caissedesdépôts.fr. On pourra répondre à vos questions. Et si bah, vous êtes déjà dans le programme, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, mais si vous connaissez d'autres collectivités qui sont intéressées, qui ont un projet, n'hésitez pas à les inviter à rejoindre le programme EduRénov pour profiter de tout cet accompagnement. Euh, voilà. Et donc, il y a une question, est-il possible d'avoir un retour d'une commune qui a utilisé un CPE? Ah ben ça, c'est une bonne question. Peut-être que ça pourrait être le cas pour le prochain webinaire de Café des projets. Je note cette remarque. Merci pour vos réactions. Merci beaucoup, Laetitia Sanchez et Fabien Turette, pour votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci à tous. vous. À bientôt, au Bonne journée, à revoir. bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.